Bonsoir à tous, que retenir de l'actualité de ce mardi 12 février. Bienvenue dans Euronews Soir pour un tour d'horizon de l'information européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. À Madrid, le début d'un procès historique, celui de 12 leaders indépendantistes catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne. Grand absent de ce procès, l'ex-président catalan Carles Puigdemont a dénoncé une mascarade depuis Berlin. L'antisémitisme se répand comme un poison en France, déclaration du ministre de l'Intérieur, alors que les actes hostiles à la communauté juive ont fortement progressé. Un antisémitisme qui s'exprime aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux. La santé de nos oreilles préoccupe l'OMS. De nombreux jeunes risquent de subir des pertes auditives car ils mettent le son beaucoup trop fort, indique l'Organisation mondiale de la santé, qui veut limiter les volumes des smartphones et autres appareils numériques. Et puis l'espoir pour ces sœurs siamoises retenues par la tête. Rabeya et Roukaya ont quitté leur pays, le Bangladesh, pour la Hongrie, où des médecins tentent de les séparer. L'opération particulièrement délicate est baptisée Freedom. Bienvenue, je vous le disais en titre, c'est donc un procès historique qui vient de s'ouvrir à Madrid, celui de 12 leaders indépendantistes catalans accusés notamment de rébellion pour avoir participé à la tentative de sécession de la Catalogne. C'était lors de l'automne 2017. Un procès donc aux accents très politiques qui est suivi de près en Espagne bien sûr, mais aussi ailleurs en Europe. L'ex-président catalan Carles Puigdemont n'est lui pas dans le box des accusés. Depuis Berlin, il a estimé que ce procès était un test pour la démocratie espagnole. Les détails avec Stéphanie Morbois. Les accusés sont arrivés sous escorte de la Guardia Civile, mardi à Madrid, au premier jour d'un procès historique. Ils sont 12 dirigeants séparatistes, accusés d'avoir organisé un référendum d'autodétermination en Catalogne et d'avoir proclamé l'indépendance de cette région du nord-est de l'Espagne. À l'extérieur de la Cour suprême, manifestants pro- et anti-séparatistes se sont fait face. Aujourd'hui, beaucoup ressentent une grande douleur en Catalogne et dans d'autres endroits du pays. La douleur de voir ces hommes et ces femmes sur le banc des accusés. Mais nous verrons aussi de la dignité. 12 hommes et femmes dignes. Et la seule chose qu'ils ont faite est de mettre entre les mains des Catalans leur avenir. Carles Puigdemont, le grand absent du procès, estime depuis Berlin qu'il s'agit d'une mascarade, que ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Il attaque en règle les institutions européennes qui ont soutenu Madrid dans son conflit avec les indépendantistes catalans. Je veux demander aussi aux institutions européennes pourquoi l'Union européenne est plus concernée par ce qui se passe, par exemple au Venezuela, que ce qui se passe à Madrid aujourd'hui. Nous avons besoin d'entendre les voix de l'Union européenne aussi clairement que possible quand elles défendent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales autour du monde, parce que c'est son devoir. Parmi les militants contre l'indépendance de la Catalogne réunis devant la Cour, le leader du parti d'extrême droite Vox. Pour lui, les indépendantistes catalans sont les ennemis de l'Espagne. Le fait que précisément aujourd'hui soit assis dans le public et non sur le banc des accusés le président de la Generalitat, Quim Torra, est une preuve que le coup d'État est toujours en vie. D'autant plus qu'il y a quelques semaines, il a dit « il n'y a pas de retour en arrière » et a parié sur la voie slovène qui est violente. Il a donc conspiré publiquement pour continuer la révolte séparatiste. Le procès doit durer 3 mois et le verdict ne devrait pas être rendu avant le mois de juillet. Des lieux de mémoire profanés, des vitrines taguées, l'antisémitisme progresse de manière inquiétante en France, comme le montrent les derniers chiffres officiels. Actes de vandalisme, mais aussi propos hostiles à la communauté juive, qui s'expriment aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux. Pour le ministre français de l'Intérieur, l'antisémitisme se répand comme un poison. Johan Giametta d'Angelo. Cet arbre devait symboliser l'un des pires actes antisémites commis en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le voici, entièrement scié. À 2 jours du 13e anniversaire de la mort d'Ilhan Halimi, 2 arbres, plantés en hommage au jeune homme de confession juive, assassiné en 2006, ont été vandalisés.
à l'endroit même où Ilan Halimi a été retrouvé après 3 semaines de torture. La France, à travers ma présence ici, au nom du gouvernement du président de la République, veut dire à chacune et chacun qui fait un choix religieux dans ce pays qu'ils doivent être et qu'ils seront protégés. Une profanation qui intervient alors qu'une série d'actes antisémites ont été commis en France ces derniers jours. En plein cœur de Paris, la vitrine de ce restaurant de bagel a été taguée avec une inscription rédigée en allemand, juif, à l'image de certains commerces dans l'Allemagne nazie. Ou encore ces portraits de Simone Veil, femme politique et survivante d'Auschwitz, affublée d'une croix gammée. Selon le ministère de l'Intérieur, les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018. 541 ont été enregistrés, contre 311 l'année précédente. Nona Mayer, bonjour. Merci d'être avec nous sur Euronews. Vous êtes politologue à Sciences Po Paris. Le ministre français de l'Intérieur a annoncé que les actes antisémites ont grimpé de 74% en 2018. Cet antisémitisme est-il aujourd'hui plus politisé, plus identitaire et finalement moins géopolitique que par le passé ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un antisémitisme géopolitique. Tout ce que je constate, c'est qu'il y a une hausse des actes et des menaces antisémites alors qu'il était en baisse au cours des 2 dernières années. Mais il faut bien voir que c'est un phénomène récurrent. C'est-à-dire, depuis la seconde intifada en l'an 2000, on a tous les 2-3 ans, en fonction des étapes du conflit israélo-palestinien, une explosion des actions, des agressions antisémites. Et là, c'est venu d'abord cette année en réaction à ce qui s'est passé dans les territoires avec la marche du retour, avec les lancers de cerfs-volants et la répression de l'armée israélienne. Donc là, ça a été un premier pic cette année. Et le deuxième pic coïncide avec la mobilisation des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce qu'aux marges de tout mouvement social et surtout d'un mouvement aussi désordonné et effervescent que celui des Gilets jaunes, il y a un grand défouloir. Et là, on a vu remonter du côté de petits groupuscules d'extrême droite un antisémitisme qui rappelle beaucoup celui des années 30 avec des inscriptions sur les murs d'immeubles comme Juden et des croix gammées. Donc on a ces 2 phénomènes qui expliquent la remontée des actes antisémites. Selon un sondage IFOP publié en décembre, 10% des Français disent n'avoir jamais entendu parler de la Shoah. L'antisémitisme, est-ce que c'est avant tout un problème d'éducation ? Oui, c'est beaucoup. On ne naît pas antisémite, on le devient. Ça dépend beaucoup de l'éducation et de l'ignorance. Ça dépend aussi de la manière dont on pose la question. C'est plus fort encore même chez les jeunes, cette ignorance. Mais beaucoup ne connaissent pas le terme Shoah ou Holocauste. Donc si on parle très clairement de l'extermination des Juifs par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et de la responsabilité de l'État français, on a déjà un taux de réponse un peu plus élevé. Mais sinon, c'est bien comme vous le dites, un phénomène d'ignorance. Merci Nona Meyer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue à Sciences Po. L'actualité au Royaume-Uni, Theresa May réclame plus de temps pour modifier l'accord de Brexit avec l'Union européenne. Elle pourrait rencontrer à nouveau prochainement les dirigeants européens à Bruxelles qui refusent eux toujours de renégocier l'accord de divorce. La première ministre britannique espère toujours l'appui du Parlement pour éviter le no deal. Devant la Chambre des communes ce mardi, Theresa May a demandé aux députés du temps et de la patience. La première ministre britannique a avoué avoir besoin de temps pour discuter avec l'Union européenne de modifications à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles qui puisse satisfaire son Parlement. Les négociations sont dans un moment crucial et nous avons tous besoin de garder notre sang-froid pour obtenir les changements dont cette Assemblée a besoin et réaliser le Brexit dans les temps. En obtenant les changements nécessaires au filet de sécurité, en protégeant et renforçant les droits des travailleurs, en renforçant le rôle du Parlement dans les prochaines phases des négociations, je crois que nous pouvons atteindre l'accord que cette Assemblée peut soutenir. Mais la perspective d'un no deal inquiète toujours de nombreux députés. L'opposition travailliste accuse Theresa May de jouer la montre dans ce que son chef qualifie de simulacre de négociation. On nous a dit de nous préparer à un autre vote significatif cette semaine, après que la Première ministre a de nouveau promis d'obtenir légalement des changements importants sur le filet de sécurité. Et cela ne s'est pas produit. Maintenant, la Première ministre revient devant cette Assemblée avec d'autres excuses et d'autres reports. Dans sa déclaration, la Première ministre a échoué à répondre aux questions les plus basiques. Quel progrès a-t-elle réalisé dans l'identification et l'élaboration des arrangements alternatifs ?
Ces arrangements alternatifs visent à éviter de recourir au filet de sécurité à la frontière irlandaise, détesté par les Brexiteurs, aux yeux desquels il empêcherait le pays de rompre les liens avec l'Union européenne. Le projet n'en finit pas d'alimenter les débats et la discorde. La ligne ferroviaire entre Lyon et Turin aurait une rentabilité négative, selon une étude commanditée par l'Italie, qui conforte donc les opposants au projet. La ligne Lyon-Turin, qui prévoit notamment la construction d'un tunnel transfrontalier de près de 60 km, divise au sein même du gouvernement italien. Maxime Dios-Duplan. Voilà qui va donner du grain à moudre aux opposants, et ils sont nombreux, à la ligne ferroviaire Lyon-Turin. L'étude de rentabilité commandée par le gouvernement italien sur ce projet controversé est très négative. Pendant les 40 prochaines années, la nouvelle liaison transalpine aurait des coûts supérieurs de 7 milliards d'euros à ses bénéfices. La ligne Lyon-Turin est l'une des pommes de discorde au sein de la coalition populiste italienne. Matteo Salvini, vice-premier ministre, y est très favorable, tandis que le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio y est fermement opposé. Selon le rapport remis au ministre italien des Transports, les revenus générés par la nouvelle ligne ne parviendront pas, même à moyen terme, à absorber les pertes en taxes sur le carburant et la baisse des bénéfices des péages routiers. En bref, un colossal gaspillage d'argent public et de subventions européennes. Mais côté français, où l'on défend ardemment le projet en mettant en avant ses bénéfices pour l'environnement, le comité pour la transalpine Lyon-Turin a réagi à ce rapport en parlant d'un étonnant parti pris. L'OMS s'inquiète pour notre santé auditive et notamment pour celle des jeunes de 12 à 35 ans qui ont tendance à écouter les sons de leurs appareils numériques beaucoup trop fort. L'Organisation mondiale de la santé veut limiter les volumes. Olivier Peggy. Comment limiter les risques de pertes auditives, notamment chez les jeunes? L'Organisation mondiale de la santé s'est saisie de cette question. L'OMS se dit inquiète de constater que les jeunes de 12 à 35 ans sont exposés à des niveaux sonores très élevés, notamment via les smartphones et les écouteurs MP3. Ce que nous proposons, ce sont certaines fonctionnalités telles que la limitation automatique du volume sonore ainsi que le contrôle parental du volume. De cette manière, lorsque quelqu'un dépasse la limite sonore, il a l'option de réduire automatiquement le volume à un niveau qui ne soit pas dangereux pour ses oreilles. D'après l'OMS, plus de 460 millions de personnes souffrent déjà de déficience auditive. Cela représente 5% de la population mondiale, un chiffre qui pourrait doubler dans les 30 prochaines années. Un mot de sport à présent. On a appris aujourd'hui la disparition d'une légende du football anglais, le gardien de but Gordon Banks, qui avait grandement contribué au seul titre mondial de l'Angleterre en 1966. Il avait réussi notamment à écurer le roi Pelé. To Alf Ramsey, our admiration and our thanks. Remember, 3.5 years ago, he said, "We will win the cup in 1960." On termine par cette histoire de deux sœurs siamoises du Bangladesh. Elles sont actuellement hospitalisées en Hongrie, où des médecins vont tenter de les séparer. Mais l'opération est particulièrement délicate. Les jumelles sont en effet retenues par la tête. Rabeya et Rukaya ont 18 mois. L'espoir pour ces petites sœurs du Bangladesh est ici, en Hongrie. Les Siamoises vont y terminer une série d'opérations cruciales pour les séparer. Être retenues par le crâne, c'est extrêmement rare. Une naissance sur 2,5 millions. Rabeya et Rukaya ont rencontré au Bangladesh les médecins hongrois qui reprennent le flambeau. Dans leur pays, elles ont été opérées 2 fois l'an dernier pour séparer les vaisseaux sanguins. Ce défi, baptisé Opération Freedom, est extrêmement risqué pour la vie des jumelles. On 25th of January, we succeeded to perform the second stage of the series. Le 25 janvier, nous avons réussi la seconde phase de l'opération Freedom, qui est un programme conjoint entre le Bangladesh et la Hongrie pour la séparation des jumelles. C'est un programme unique qui implique une coopération entre médecins, entre communautés, mais aussi entre religions et cultures. En janvier dernier donc, les médecins hongrois posent un implant sous la peau,
dont le rôle est de fabriquer un surplus de peau pour préparer la séparation ultime. Le taux de mortalité est extrêmement haut, plus de 50% si on se fie aux expériences des 100 dernières années. Nous espérons que cette opération en plusieurs étapes augmentera leurs chances, mais ça reste très difficile comme opération. La dernière opération aura lieu cet été. Rabeya et Roukaya poursuivront peut-être alors chacune leur vie, des jumelles à jamais unies par une expérience hors du commun. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Bonne soirée et à très bientôt.